toutes et à tous. Merci d'être là pour une édition spéciale Retail dans cette édition de BIC 2025 sur la vérité. Donc, je suis Gorka Gonzalez, en charge du Retail chez BPI France, qui est l'équipe en charge de la conception de solutions d'investissement pour les particuliers, pour leur donner accès au capital investissement. Le sujet aujourd'hui, c'est la vérité. Donc, on va partager on va dire une vérité fondée sur des faits. C'est important, des faits mathématiques avec un historique, on va dire, de données statistiques suffisantes. On commence à avoir de l'ancienneté sur les données, sur les fonds destinés à des particuliers. Donc, on espère partager avec vous cette vérité qui évolue en fonction des millésimes, en fonction des années, mais qui commence à être une réelle vérité pour les particuliers qui, désormais, ont accès à la classe active, au capital investissement, au private equity en anglais. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un panel multidisciplinaire. Je vais commencer par ma droite. Donc, Jean-François Bay, tu es directeur de Bourso... Allô, Boursobank. De Boursobank. Ouais, le pôle banque privée. Bourso First même, si j'ose dire ça. Bonjour à tous. Et puis, tu as une autre vie dans le passé, une autre vie plus de scientifique, de données, d'études. Patron de Morningstar, notamment, pendant 7 ans, et patron de Cantalis pendant 7 ans. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'on va faire ensuite une référence à Cantalis avec France Invest, donc c'est important d'avoir ça en tête. Qui participe à l'étude, exactement. Merci pour cette introduction et cette invitation. Merci Jean-François. Et puis Agathe, tu es directrice de Wealth Solutions chez Eurazeo. Eurazeo, un des plus grands gérants français, notamment très très actif, un des premiers sur le capital investissement à destination des particuliers. Donc bienvenue Agathe. Merci et bonjour à tous. Et puis, donc on a commencé un peu par la voie du distributeur, on est passé par la voie du producteur, de l'usine qui produit des solutions, et puis on va passer, Anne, tu représentes la voie de l'investisseur. Finale, voilà, exactement. Donc Anne Guignard, je suis directrice générale de Place des investisseurs, qui est une association qui œuvre pour éduquer les investisseurs, les rendre plus autonomes dans leur définition de leurs besoins et l'expression de leurs besoins. Voilà. Donc le private equity, effectivement, c'est tout à fait d'actualité. Et alors, juste une parenthèse, une anecdote. Je suis arrivée un petit peu en avance et j'ai vu une personne très intéressante sur Bang, qui est le directeur de l'agence des statistiques et qui disait, donc, il y a des petits mensonges, des gros mensonges et des statistiques. Donc, on va pouvoir passer la parole à Simon. Et tout dépend de la taille de l'échantillon, s'il est représentatif ou pas. Simon, le dernier, le meilleur pour la fin. Donc Simon de France Invest, directeur des études, avec notamment, on va dire, des études, des réflexions dédiées, on va dire, sur la performance, sur les frais, sur d'autres sujets qu'on va aborder, des solutions dédiées aux particuliers. Bienvenue Simon. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur France Invest, qui est la structure qui représente l'association professionnelle du secteur, qui regroupe 460 adhérents, des fonds de private equity, dette privée, également infrastructure. Et donc moi, je me charge de toute la partie études, dont les statistiques, une quinzaine d'études par an sur effectivement performance, création de valeur, levée de fonds, ESG, enfin, tout un tas de sujets, et donc retail depuis 2 ans maintenant. Merci Simon, parce qu'effectivement, la vérité, c'est dire la vérité sur les performances, sur les frais et d'autres caractéristiques de la classe d'actifs. Je vous propose donc, pour planter le décor de ce panel, de commencer par des faits, facts and figures. Et donc, Simon, de nous partager quelques résultats de l'étude 2025, publiée en avril 2025 sur les données 2024. Avec plaisir, et vous démontrer la véracité de ces chiffres et de leurs sources. Peut-être pour commencer, si on peut les avoir à l'écran. Peut-être quelques rappels d'abord sur ce que représente le capital investissement en France. Les grands chiffres, c'est 48 milliards d'euros levés. Alors, je ne sais pas si ça va défiler. Ça n'a pas l'air. Pas de défile. Bon, c'est les joies du direct. Hein. Alors, je peux les faire de tête, mais ça sera moins audible.
Bon, je démarre quand même sur l'impact économique du segment. C'est 47 milliards d'euros levés en 2024, 82% via des fonds qui ont à vocation à investir en capital dans des entreprises et des fonds d'infrastructure, 18% via des fonds de dette. Le parallèle de ces levées de fonds, ce sont des investissements pour 49 milliards d'euros en 2024, 75% en capital dans des entreprises et des actifs d'infrastructure et puis à 25% en dette privée, donc un impact financier important. C'est la première industrie en Union européenne, le marché français. En termes d'impact économique, ce sont près de 11 000 entreprises qui sont accompagnées par un acteur français du capital investissement, dont plus de 8 000 en France, à 80% des startups PME, à 20% des ETI, qui ont la particularité évidemment d'être non cotées en bourse, qui emploie à fin 2023 2,4 millions de salariés, donc un impact économique et social important. Pour le rendre tout ça un petit peu plus concret, ces entreprises, vous les croisez tous les jours, elles sont de tout type. Il y a des très connus comme Blablacar par le passé, Doctolib, les magasins Picard par le passé, Interflora, mais aussi des entreprises moins connues, toute une myriade de PME, ETI, qui sont parfois leaders nationales, européennes, internationales dans leur secteur, dans l'industrie, la défense, l'énergie. Je pense à Gestal, par exemple, dans les Pays de la Loire, qui fait de la maintenance industrielle dans les secteurs du naval, de l'industrie et de la défense. Aux ateliers Mériguet, par exemple, qui font de la restauration de bâtiments historiques. Donc tout type d'entreprises, et notamment des entreprises leaders sur leur secteur. Avec un accompagnement moyen de la part de ces fonds de 5 à 7 ans en moyenne. Et nous avons documenté qu'au cours des 5 dernières années, ce sont 500 000 emplois qui ont été créés par ces entreprises accompagnées. Voilà, la lumière est revenue. Nous avons récupéré l'image et effectivement, nous sommes entourés de private equity au quotidien. Exactement, sans s'en rendre compte parfois. Donc tout ça, c'était pour planter le décor. Je vais vous parler maintenant d'une étude qu'on a menée il y a depuis 2 ans maintenant, qu'on avait initiée avec Jean-François effectivement, sur les fonds accessibles aux particuliers. Alors quelques mots très rapides. C'est une étude qu'on a publiée en avril 2024. On analyse dedans les fonds qui sont accessibles aux investisseurs non professionnels, donc sur des tickets d'investissement inférieurs à 100 000 euros. On n'analyse pas ici, pour ceux qui les connaissent, les FIP et les FCPI, qui sont des fonds dont les chiffres existent déjà et qui présentent des modalités de fonctionnement qui diffèrent quand même assez significativement de l'offre qui émerge actuellement. On y reviendra plus tard, mais les FIP FCPI, c'était des contraintes d'investissement particulières qui fléchaient finalement de manière assez forte l'investissement. Juste une précision, hein, les FIP et les FCPI avaient on va dire un avantage fiscal à l'entrée avec un abattement. Les 117 véhicules que tu vas nous décrire sont des véhicules, on va dire, classiques de private equity, où la stratégie d'investissement ne subit pas ces contraintes-là, puisqu'on n'a pas non plus cet avantage fiscal. Exactement, on y reviendra, mais il y a presque une stratégie par fonds. Donc 36 fonds, 36 sociétés de gestion interviewées, interrogées, 30 qui ont répondu, 117 fonds analysés dans l'étude. Voilà un petit peu pour le décor. Maintenant, rentrons dans le détail. Donc, c'est une dynamique à l'œuvre qui est forte, avec des levées qui ont progressé en 2024 de 30%, près de 30% par rapport à 2023, avec 76% des souscriptions qui se sont faites au travers de l'assurance vie en unité de compte. Le reste s'étant opéré de manière directe, des souscriptions en direct. Dans l'assurance vie, on compte aussi les PER. Les gérants ne savent pas toujours faire la distinction entre l'assurance vie et les PER, donc on ne peut malheureusement pas donner de détails. Et des encours qui ont dépassé les 10 milliards d'euros à fin 2024, dont 66% logés dans des contrats d'assurance vie. Donc une dynamique forte et des montants qui sont maintenant significatifs. Une dynamique forte pour un segment qui est jeune, puisque ces fonds gérés, ils ont en moyenne 3 ans et 7 mois d'existence. On voit qu'il y a eu un engouement à partir de 2018 sur la création de fonds. C'est le graphique que vous voyez à gauche. Cela fait suite à la loi Pacte. Et à la suite de cette loi, de nombreux FCPR, notamment Evergreen, se sont créés. Et puis on le voit, les montants collectés se sont surtout concentrés sur des fonds créés après 2018, avec une concentration sur certains fonds. Et c'est la raison de la page d'après. Sur les 117 fonds de l'étude, 79 ont une taille inférieure à 50 millions d'euros, des fonds de taille plutôt petite, mais 23 fonds dépassent les 100 millions d'euros, mais concentrent 79% des capitaux gérés. Donc on voit une concentration quand même sur quelques véhicules de grande taille.
Quelques spécificités encore sur ces fonds. Il y a deux types de fonds qui existent. Les fonds dits fermés, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que je crois qu'on y reviendra après, et les fonds dits evergreen. Les fonds fermés sont des fonds à durée de vie limitée dans le temps, de 8 à 10 ans. On les dit fermés car fermés au rachat, avec des périodes de souscription plus limitées dans le temps en début de vie du fonds, et qui sont donc relativement illiquides. Les fonds evergreen, on appelle également fonds ouverts pour fonds ouverts au rachat ou perpétuels, ont des durées de vie de 99 ans, peuvent être souscrits tout au long de la durée de vie du fonds, peuvent faire l'objet également de distributions qui sont capitalisées dans le fonds et qui peuvent faire également par période et de manière parfois plafonnée de mécanismes de rachat. Donc ils sont semi-liquides. Ces fonds evergreen, il y en a 25 à fin 2024, dont 9 créés rien que sur l'année 2024. C'est vraiment la solution aujourd'hui pour répondre aux besoins des épargnants, mais aussi des distributeurs, ce qui permettent d'offrir cette poche de liquidité. Et ils concentrent 62% des encours, donc on voit que les fonds de plus grande taille utilisent ce type de fonds. Dernier point sur les caractéristiques, avant de parler plutôt de rendement, il nous est apparu important dans cette étude de mettre en avant le fait qu'il y a des stratégies très diversifiées sur les fonds qui sont ouverts aux particuliers. On entend souvent parler de capital investissement, on préfère parler de non coté, car on va retrouver dedans des fonds qui font de l'investissement en direct, que ce soit en equity ou en dette privée, des fonds de fonds primaires, donc des fonds de fonds qui prennent des parts de fonds, avec pour une minorité d'entre eux des fonds feeders, donc des fonds d'une société de gestion qui permettent d'investir dans d'autres fonds de la société de gestion. 25% de fonds dits secondaires, qui rachètent des parts de fonds déjà existants, et une poche de liquidités ou d'actifs liquides de 8%, qui est important à avoir en tête. C'est notamment dans le calcul des rendements, il faut en tenir compte. Elle est souvent obligatoire dans les fonds dits evergreen, et elle s'établit en moyenne à 11% pour ces fonds-là. Donc on voit des stratégies très diversifiées, et on n'est pas sur des fonds qui sont à 100% investis dans des actifs illiquides. On a une deuxième manière de présenter les choses, c'est de regarder les fonds, les recoupant sous 5 stratégies différentes. Les fonds qui font de l'equity en direct, de l'equity en indirect, donc du fonds de fonds, de la dette privée, des fonds diversifiés, donc des fonds qui font et de la dette et de l'equity, ou bien et du fonds de fonds et de la dette. Il y a plusieurs, je pense que Agathe aura l'occasion d'en parler, mais il y a différents types de fonds et des fonds d'infrastructure. Quand on regarde la répartition de l'encours selon ces 5 stratégies, on voit une répartition, une répartition assez homogène des encours, et donc on observe bien qu'il y a presque une stratégie offerte par fonds. Et il est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est une offre extrêmement diversifiée avec certaines stratégies qui sont très récentes, notamment l'equity en indirect où les fonds ont en moyenne 2 ans d'existence. Donc beaucoup de diversité et de nouveautés. Parlons rendement maintenant. La performance. Quelques éléments d'abord. Qui n'est pas garanti. Qui n'est pas garanti, tout à fait. On analyse ici tous les fonds qui ont été créés avant 2022, tous les fonds plus récents. On les considère, à l'instar de d'autres études que nous faisons, comme étant non matures. Ce sont des fonds qui sont en cours de souscription, en début de phase d'investissement. Le déploiement, la création de valeur ne s'opère pas encore. Donc on a voulu prendre des fonds qui ont un peu de maturité. Donc on analyse 70 fonds ici, qui dégagent donc un rendement cumulé de 28% et un taux de rendement annuel moyen de 5,5%. On parle ici je vais m'arrêter 2 minutes sur cet aspect, on parle ici de taux de rendement annuel et pas de TRI, qui est souvent la métrique qui est évoquée pour les fonds de capital investissement, tout simplement parce que les fonds de capital investissement offerts aux investisseurs institutionnels fonctionnent à ce qu'on appelle avec des appels progressifs. L'investisseur institutionnel s'engage sur un montant et il sera appelé au fil des investissements. Ce décalage dans le temps des appels de fonds nécessite d'être intégré dans le calcul des performances, d'où l'utilisation du TRI. Les fonds ouverts aux particuliers fonctionnent différemment. Ils fonctionnent à appel unique, c'est-à-dire que quand l'investisseur souscrit dans le fonds, il est appelé immédiatement et intégralement. Et ça, on peut s'arrêter 1 minute parce Oui. que ça fait partie des différences significatives par rapport aux fonds institutionnels. C'est-à-dire que les fonds à destination des particuliers que vous êtes, votre souscription équivaut à tous les appels de fonds. C'est-à-dire on va vous demander l'argent en une seule fois. Ce qui n'est pas le cas pour les institutionnels et du coup qui a un impact énorme sur cet indicateur de performance que tu indiquais, le TRI, le taux de rendement interne, à peu près de 30%.
Alors nous, on l'a chiffré pour une performance, un TRI de 12 à 14%. Si on élimine cet effet progressif des appels, on tombe sur un taux de rendement qui s'établit entre 7 et 9%. Donc on voit l'impact extrêmement majeur des appels progressifs. Donc 5,5% en moyenne de taux de rendement à fin 2024, avec, on l'a montré ici, une dispersion des performances qui est relativement contenue, plus que dans le segment du capital investissement par exemple. Vous savez, un premier quartile à un peu moins de 3% et un troisième quartile à une borne à près de 7%. Et puis sur les fonds uniquement référencés en unités de compte qui sont avec une proportion plus importante de fonds evergreen, on est sur un taux de rendement à 5,8%. Pour compléter tout cela, on a demandé à tous les gérants qu'on a interrogés les performances cibles de leurs fonds. Elles s'établissent en moyenne entre 6 et 9%. Aujourd'hui, on est à 5,5% sur une offre qui est encore très jeune, comme je le disais. On n'est pas très loin des objectifs visés. Peut-être 3 constats intéressants. Une offre encore jeune, puisque tu parlais de 3 ans, 7. Une offre quand même qui commence malgré cette jeunesse et qui peut-être en début, qui est en train de constituer un portefeuille qui commence à générer des rendements qui sont relativement robustes et qui est assez proche, 3, des objectifs de rendement qui ont été définis par les gérants. Mais, et peut-être si je peux me permettre un 4e point, mais qui est quand même inférieur, significativement inférieur aux objectifs de rendement et au rendement des fonds institutionnels. Exactement. Alors, à nouveau, il faut faire attention aux comparaisons de taux de rendement et de TRI. Sur les taux de rendement, les TRI qui sont souvent affichés, on parle de private equity pur, alors qu'ici, on intègre des stratégies différentes. Et ça, je pense que c'est aussi un aspect qu'il faut avoir en tête. Un dernier élément sur les frais. C'est important. Je pense que c'est une attente des particuliers. Et je ne rentrerai pas dans le détail parce que je pense que ça sera l'objet de la table ronde sur le pourquoi de ces frais. Mais nous, on s'est intéressé à regarder quels sont les frais décrits dans les règlements des fonds, qui sont souvent des frais, qui sont toujours des frais maximum, et les frais réellement appliqués. Quand on prend l'ensemble des règlements des fonds, on tombe sur des frais maximum de 3,34% en moyenne, hors frais de contrat, et on met de côté également les droits d'entrée. Quand on demande au fonds quels ont été les frais que vous avez réellement appliqués sur l'année 2024, on tombe à 2,62%. Donc il y a les frais prévus dans les règlements, et il y a la réalité, et il existe un écart. Voilà. J'en dirai pas plus, vous laissant le soin de nous l'expliquer après. Écoute, merci beaucoup. Je pense que c'était très éclairant. Un grand merci à France Invest d'avoir produit cette étude dédiée aux véhicules retail. Je pense que c'était important pour l'ensemble de l'écosystème d'avoir cette tour d'observation que j'espère vous allez reproduire et continuer à livrer. Il faut objectiver le débat et effectivement, je pense qu'il faut continuer à suivre ces performances et il faut de la transparence sur ce segment. Merci beaucoup. Peut-être avant de se lancer le débat, le panel, on vous propose de visualiser une vidéo pour vraiment comprendre quelle est l'action d'un gérant de private equity dans une entreprise quand il vient financer une PME. C'est quoi le rôle du gérant, quels vont être les leviers qu'il peut actionner et comment ça se passe. Ça ne dure pas très longtemps, 1 minute. Chaque jour, des entreprises françaises innovent, se développent, se transmettent. Pour franchir ces nouvelles étapes, elles ont besoin de soutien solide. C'est là que les acteurs du capital investissement entrent en jeu. Ce sont leurs partenaires stratégiques. En France, 460 sociétés de gestion gèrent des fonds d'investissement pour le compte de souscripteurs. Ces équipes de gestion identifient des entreprises, y investissent et s'engagent durablement à leur côté. Après 5 à 7 ans, elles cèdent leur participation et redistribuent les plus-values aux souscripteurs. Ces gains peuvent ensuite être réinvestis dans de nouvelles entreprises. C'est un véritable cercle vertueux. Chaque année, près de 50 milliards d'euros sont investis dans tous les secteurs de l'économie et sur tout le territoire.
Aujourd'hui, près de 10 700 entreprises sont accompagnées par le capital investissement, représentant 2,4 millions d'emplois. Le capital investissement, c'est bien plus qu'un financement. C'est un partenaire de confiance au service de la croissance, de l'innovation et de l'avenir économique de notre pays. France Invest, parce que l'avenir de nos entreprises est capital. Donc merci encore à France Invest qui nous fournit beaucoup de matériel pédagogique, qui est quand même un des enjeux de la classe d'actifs. Alors, on a vu, comme tu disais sur les chiffres, 2024 a été quand même, on a eu un momentum incroyable avec notamment les pouvoirs publics qui ont poussé la loi Industrie verte, donc avec une entrée en vigueur le 24 octobre 2024, avec une implication claire pour le non-coté, c'est-à-dire de définir un minimum de non-coté dans l'assurance vie, dans la gestion pilotée de l'assurance vie et dans la gestion horizon des P1. On a eu la même année la version 2 de LTIF, European Long-Term Investment Fund, qui est un label européen qui permet, à partir du moment où on obtient ce label dans le pays d'origine, de passeporter, comme on dit, de distribuer le fonds dans les 27 autres pays européens. Donc on voit bien que les pouvoirs publics sont emparés du sujet avec la volonté de mettre le non-coté à disposition des particuliers. Vous, côté Boursorama, Boursorama, Jean-François, comment vous avez anticipé, comment vous avez vu un peu cette année 2024 qui est très charnière pour le capital investissement? Oui, merci Gorka pour cette question. Effectivement, en fait, on a constaté qu'il y avait 3 grandes approches chez les particuliers en 2024. Je mets de côté en fait les actions non cotées détenues en participation ou exploitation, parce que 21% des patrimoines des ménages en France est détenu à travers des actions non cotées, si vous reprenez les statistiques Banque de France. Donc on se dit, tiens, ils ont déjà 21% du patrimoine en non coté, ce qui est faux, puisque c'est vraiment de la participation et de l'exploitation. Je suis chef d'entreprise et j'ai ma boulangerie ou ma PME en tant qu'actionnaire, mais ce n'est pas vraiment du placement. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie placement. Et sur la partie placement, en fait, on va avoir une approche pour les particuliers. Chez nous, donc c'est à partir de 25 €. Et effectivement, on a une proposition de fonds plutôt evergreen pour parler français. Et donc là, on a une liquidité forte. Et donc c'est une sorte de dilution, en fait. C'est du fonds pur avec des actifs plus liquides pour pouvoir avoir une certaine liquidité plus forte pour des particuliers. Donc c'est ce qu'on appelle là le retail ou retailisation. Et de l'autre côté, on a une offre fonds via banque privée, donc pour des investisseurs plus avertis, professionnels. Donc on a pris le choix de séparer en fait ces deux approches. Donc là, c'est à partir de 100 000 € d'investissement via des fonds professionnels, via appel de fonds. Donc on n'a pas ce fonctionnement de liquidité. Donc c'est clairement important sur 2024 et encore sur 2025 d'avoir un peu cette dichotomie et cette approche. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les particuliers veulent participer au financement en fait, de certaines technologies thématiques. Je pense qu'ils ont compris que l'État aura du mal à participer au financement dans les années qui viennent. Le financement bancaire est déjà très présent en France et en Europe. Je crois que les entreprises financent à 80% par la dette bancaire, le crédit bancaire. Et donc, ils ont identifié justement la défense, la technologie, la démographie, le vieillissement de la population, l'intelligence artificielle, etc. Et donc là, c'est aussi un levier pour nous, en tant que distributeur, puisque de pouvoir justement communiquer sur la thématique, les experts et ensuite les produits en tant que tels. Il faut savoir que chez Boursorama, c'est 8 millions de clients. Ils ne sont pas tous avertis. C'est 80% utilisent le mobile, donc ça passe par l'application mobile, donc c'est énorme. Ce qui veut dire que quand vous avez une appli mobile, c'est en 3 clics que ça joue. Vous n'avez pas trop de temps et vous avez envie d'aller assez vite. Donc c'est en mode RTO, donc c'est en mode exécution. Le client est complètement autonome, il veut être autonome. Et donc du coup, on peut identifier, lui, rapidement, les thématiques, les partenaires, parce qu'on est en architecture ouverte complète. Donc on sélectionne des sociétés de gestion et des produits, et ensuite rentrer dans le produit. Une petite remarque aussi, puisque tu as commencé à en parler, c'est, j'allais dire, la troisième approche, c'est via la gestion pilotée. Quand on rentre chez Boursorama dans un PER, à 90%, c'est en gestion pilotée. On veut piloter, on veut qu'il y ait un pilote dans l'avion, en fait, pour gérer sa retraite. C'est un peu sophistiqué.
Du coup, on se retrouve en moyenne avec 5% des enveloppes en private equity, ce qui n'est pas neutre. Et dans la version la plus dynamique, 12% de private equity. Donc on voit que c'est déjà intégré, j'allais dire, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui ferait de la prose sans le savoir, c'est déjà intégré dans les solutions. Mais là, on est dans des solutions packagées, on n'a pas à se casser le crâne pour savoir quelle stratégie, est-ce que je mets du secondaire, est-ce que je mets de la dette privée, avec qui, pourquoi, comment, quelle liquidité. On a délégué par définition à un professionnel et c'est lui qui déploie. Et vous voyez vraiment cette quête de concret dans le monde de l'investissement, dans les interactions que vous avez avec vos 8 millions de clients, ça ressort dans les statistiques, dans les remontées du terrain? Oui, la plupart du temps, en fait, on a des statistiques un petit peu je veux dire, macroéconomiques ou réglementaires, typiquement préférence ESG. Donc on doit de faire du KYC et de demander aux investisseurs leurs préférences. En fait, ce qui est intéressant, c'est en dehors de nous, notre jargon et de ce type de questionnaire préférence ESG, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'investisseur, il veut investir pour diminuer le CO2, le low carbone, l'eau, l'environnement, l'économie circulaire, la défense. Enfin voilà, il y a quelques thématiques qui lui parlent parce que ça va être des opportunités. Si je lui dis économie circulaire, ODD, il ne sait pas ce que c'est. Si je lui dis back market ou Vinted, il sait ce que c'est. Il se dit, tiens, ça m'intéresserait bien de participer au développement de ce type d'entreprise. Donc on revient vraiment aux opportunités ou en tout cas concrètement au financement. Ils veulent savoir, j'allais dire, limite un impact. Ils veulent voir quels leviers ils peuvent activer et l'impact réel dans l'économie. Ils bloquent des capitaux très longtemps, hein, c'est-à-dire que sur le PER, c'est 20-30 ans, sur du fonds de private equity FPS, c'est 10-14 ans. Donc c'est quand même une illiquidité qui est très forte. Modulo la performance, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, donc on n'est pas la performance dans 14 ans, et le monde dans 14 ans. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un impact concret en se disant, ça m'intéresse de participer au financement de ce genre de secteur ou de ce genre d'entreprise. Donc c'est un élément très fort chez Boursorama. Si je peux juste compléter les propos de Jean-François, je dirais qu'il y a la population d'investisseurs un peu plus âgés qui sont habitués à la bourse. Alors, que ça soit du côté ou non côté, c'est des gens qui aiment les histoires des entreprises. Hein. Donc, ça rejoint complètement ce que tu dis. Et je rajouterais juste la thématique aussi développement du territoire, parce qu'ils sont très attachés aux entreprises de leur territoire, qu'elles soient cotées ou non cotées. Donc, avoir du non-côté plus accessible, ça leur permet d'élargir leur capacité d'intervention sur ces entreprises. Sur les plus jeunes, donc vous savez, on a eu une vague de nouveaux investisseurs assez jeunes depuis le Covid. Je dirais que c'est plutôt, on est dans le temple des startups ici à Big, je dirais qu'eux, ils n'ont pas la culture analyse financière, financement de l'entreprise, sauf par les startups. Parce que eux, enfin, tu ne me contrediras pas, ils vont beaucoup sur des ETF ou des cryptos, mais l'histoire de la start-up, elle va quand même leur parler. Donc, il y a un petit peu ces deux profils quand même. Tu as tout à fait raison. Alors, on ne va pas caricaturer sur les boomers d'un côté et les Jones de l'autre, mais en tout cas, c'est clair, c'est qu'il va y avoir trois approches. L'approche banque au quotidien, épargne de précaution. Donc, j'ai dû livrer. L'approche plus trading, bourse. Et là, effectivement, on va avoir une explosion, une augmentation. L'AMF, les statistiques montrent, hein, vous avez des études sur les nouveaux épargnants, les nouveaux investisseurs, utilisation d'ETF et de nouveaux investisseurs sur ce genre. Alors, on pourrait parler des cryptos, on pourrait parler de l'or, on pourrait parler d'autres types d'actifs plus liquides, plus en mode trading. Donc saving, trading. Ce qui est intéressant, c'est aussi la partie investing. Et je pense qu'on est là pour ça, de voir effectivement qu'il y a des cohortes d'investisseurs. Nous, on ouvre 30 000 nouveaux comptes titres par mois. On voulait donner des statistiques. C'est donc un mouvement important. Et sur le premier semestre 2025, c'est plus de 1 milliard net de collecte sur les comptes titres. Donc c'est x4 par rapport au deuxième semestre 2024. C'est-à-dire que d'un semestre sur l'autre, ça a été multiplié par 4. Donc on voit que les Français épargnent plus. Donc ça, on l'a dit, pratiquement 19% en ce moment. Mais en plus, investissent plus. C'est-à-dire qu'ils sont devenus petit à petit investisseurs. Donc ils savent que ça peut être bloqué, qu'il y a un horizon de placement et qu'ils veulent participer à ce type de tendance. Alors peut-être, Agathe, pour rebondir sur les propos de Jean-François, vous, du côté de l'usine de production,
comment vous êtes adapté, même si vous avez commencé il y a longtemps avec des véhicules evergreen, mais comment vous avez vu cette nouvelle vague d'investisseurs? Je pense que c'est très intéressant parce que tu as posé une question sur le fait que ça venait d'une impulsion réglementaire. Et puis en fait, finalement, quand on parle avec la distribution et les investisseurs, on voit que c'est une demande du marché. Donc il y a de plus en plus de gens, de jeunes ou moins jeunes, qui veulent commencer à investir sur le moyen, long terme, parce qu'on se rend compte, on se pose de plus en plus de questions sur le financement de la retraite. Est-ce que si on place notre épargne sur des livrets A, on aura assez dans 20, 30, 40 ans pour pouvoir subvenir à nos besoins? Et c'est là que le private equity, le non-coté, d'une manière générale, répond très bien à cette demande, parce que le non-coté, par définition, et ça c'était dit dans la petite vidéo, on investit sur le moyen long terme. On investit dans des fonds qui ont vocation à sélectionner, si on est dans un fonds fermé avec un portefeuille un peu plus réduit, une 10, 15, vingtaine de sociétés sous-jacentes dans lesquelles on va investir, on va mettre du temps à les sélectionner et surtout on va leur apporter du financement et un accompagnement pour pouvoir les revendre avec une plus-value, si tout se passe bien, au bout de 5 à 7 ans. Donc le non-coté, déjà, c'est un investissement de long terme, donc qui est très adapté aux différentes poches de l'épargne qu'on développe aujourd'hui, sur lesquelles on veut le gouvernement a donné une impulsion, donc notamment avec la loi Pacte, qui a autorisé qui a facilité l'investissement dans le non-coté via l'assurance vie, la loi Industrie verte qui a obligé d'offrir du non-coté dans les gestions pilotées. Et donc pour ça, chez Eurazeo, en tout cas, on a eu, il y avait 2 points sur lesquels on avait beaucoup de chance. D'une part, c'est que Eurazeo est un acteur institutionnel avec une 40aine de milliards d'euros sous gestion. Et surtout, un vaste panel de stratégies d'investissement différentes. Parce que dans le non-coté, on peut investir, vous l'avez entendu, on peut investir dans des startups, mais on peut aussi investir dans des sociétés qui sont en train de se développer. Tu as cité Back Market, qui ne sont pas forcément rentables, mais qu'on ne peut plus appeler une simple start-up. Mais l'essentiel aussi de ce qu'on fait, c'est d'accompagner des sociétés qui sont déjà matures, rentables, établies, et qui ont besoin d'un accompagnement professionnel de financement pour aller un cran plus loin, sans forcément se coter en bourse, parce que se coter en bourse, c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus réglementé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fonds d'investissement comme nous qui les accompagnons. Et ça, c'est une chance pour nous et pour les épargnants, c'est que chez Eurazeo, on a différentes stratégies d'investissement qui vont adresser des typologies d'entreprises à différents stades de développement et donc qui vont chacune avoir des risques, un couple risque-rendement qui va être différent. Et donc pour répondre d'une part à la demande et d'autre part aux impulsions réglementaires, on a aussi développé une nouvelle typologie de fonds. Donc en 2018, on a lancé notre premier fonds Evergreen. Donc, je ne vais pas revenir sur les différentes caractéristiques, mais ça c'était un point important, c'était un tournant en fait dans l'offre chez Eurazeo, puisque ça permet, les fonds Evergreen, contrairement aux fonds fermés, c'est une typologie de fonds qui permet de s'insérer plus facilement dans les différents canaux de distribution, donc notamment en assurance vie, dans le PER. Ça permet plus facilement d'accéder à la classe d'actifs. Et on va voir que on a vu un peu que ça a des caractéristiques différentes par rapport à un fonds fermé. Mais chez Eurazeo, depuis 20 ans, on a adressé la clientèle privée, ça représente 5 milliards chez nous. Donc tous nos fonds qu'on appelle retail, c'est 5 milliards d'euros qui nous ont été confiés par des particuliers qui sont investis dans toutes les stratégies d'investissement que l'on offre chez Eurazeo. L'évolution de la gamme, elle a été assez naturelle parce qu'en fait, on répond à une demande. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de typologies de fonds qui s'adressent à la clientèle privée, des fonds fermés, des fonds ouverts et différentes stratégies d'investissement. Juste, on a mentionné plusieurs fois fonds ouverts, fonds fermés. Petit quiz en live. Qui connaît la différence entre un fonds fermé et un fonds ouvert? Parce qu'on a peut-être des particuliers dans la salle. Et qui ne connaît pas? Merci. Voilà. Donc, on vous a préparé, merci Anne qui a préparé ce panel. On vous a préparé un petit contenu pédagogique. Qu'est-ce qu'un fonds fermé, un fonds ouvert? Vous, effectivement, vous avez lancé un fonds ouvert il y a longtemps qui aujourd'hui fait quelle taille, juste pour illustrer? 3,3 milliards d'euros. Donc, il pèse un peu lourd dans les statistiques de Simon.
Donc voilà, bon, il est un peu plus pondéré que les autres, voilà. Et puis, vas-y. Non, je voulais rajouter un élément qui va dans le sens d'Agathe pour expliquer pourquoi en 2024, pourquoi ces dernières années, les investisseurs ont demandé, ont changé en fait d'état d'esprit. Je pense qu'il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est l'inflation. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une inflation qui est très très faible, 3% sur un fonds en euros, à la limite, ça fait le job. Donc vous n'allez pas vous embêter, un peu de livret A, un peu de fonds en euros, et vous faites l'épargne réglementée. Quand l'inflation sur les 5 dernières années, comme en France, fait 20%, et que vous êtes investisseur, vous dites, il faudrait peut-être que je commence à mettre mon argent au travail, parce que là, pour le coup, j'ai une répression financière, donc il faut que je pense net d'inflation. Et on se projette sur les prochaines années, climat, démographie, etc. On anticipe une inflation durable. Deuxième élément qui est fondamental, c'est la diversification. Diversification, pourquoi ? Parce que quand vous investissez dans les 7 magnifiques aux États-Unis, que vous êtes monomaniaque en 2024 sur les US, les 7 magnifiques pèsent 20 000 milliards de dollars en bourse. Donc ça veut dire que c'est 36% des indices américains. 20 000 milliards de dollars, c'est l'ensemble des actifs gérés par le private equity au monde. Donc vous comprenez bien en tant qu'investisseur qu'il y a un risque très fort, un peu idiosyncratique, concentré autour de quelques valeurs, et que vous dites, en tant qu'institutionnel ou investisseur, tiens, il faudrait peut-être que je réfléchisse à des sources de diversification. Et là, vous commencez à déployer sur d'autres, donc vous regardez, tiens, l'or, ça peut peut-être me protéger, et le private equity, c'est aussi un autre cycle, d'autres entreprises, d'autres secteurs, d'autres pays, et donc je peux, du coup, je sens la diversification, j'allais dire, limite avec les mains. Mais ça, c'est un vrai sujet, effectivement, on parle beaucoup d'ETF, voilà, qui est une façon de s'exposer aux actions cotées, mais effectivement, il y a un effet moutonnier d'aller dans des valeurs qui sont très proches, comme les 7 magnifiques. Pour rappel, le private equity en Europe donne accès à 26 000 entreprises. C'est les chiffres d'Invest Europe 2023. Donc c'est aussi ça, c'est donner accès à un univers d'investissement qui n'est pas accessible via des ETF ou des fonds actions cotés. Peut-être pour revenir sur une autre différence par rapport aux solutions institutionnelles, parce que c'est important, on a vu l'impact sur le rendement. Tu as parlé des 3,5 milliards du fonds Evergreen. C'est de la distribution intermédiaire. C'est-à-dire c'est la plupart du temps, il n'y a pas cette relation directe qui existe dans les fonds institutionnels investisseurs-gérants, LPGP. Là, on a un acteur supplémentaire qu'on a invité aujourd'hui, Boursorama, qui est l'intermédiaire financier. Oui, c'est exact. En fait, quand on s'adresse à des investisseurs institutionnels, on fait des fonds sur lesquels on va mettre des appels de fonds. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont prendre un engagement de plusieurs millions d'euros, parfois de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros. Et quand on va faire un investissement dans une entreprise, on va appeler la quote-part correspondant à leur engagement et l'engagement qu'on prend dans cette société. Et ça, c'est assez naturel quand on lève 3 milliards auprès de 20 investisseurs institutionnels qui investissent 100 millions. Mais quand on lève 3 milliards auprès de plus d'une centaine de milliers d'investisseurs, on ne peut pas mettre en place ce mécanisme, tout simplement parce qu'il y a une mécanique de suivi qui va être compliquée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'une part, on fait aussi des fonds donc sans appel de fonds, où on appelle la totalité de la souscription. Et puis après, il y a une question de comment on veut lever cet argent. Donc moi, je fais partie des équipes Well Solutions, donc en charge de la distribution et de la création des fonds pour la clientèle privée. Même si j'aimerais prendre le temps de voir chacun de nos investisseurs qui investissent parfois des 10 ou 20 000 euros dans notre fonds, on ne peut pas. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait confiance à des distributeurs, dont Boursorama fait partie en l'occurrence chez Eurazeo, des distributeurs qui ont aussi des capacités de conseil en investissement que nous on n'a pas. Nous on n'a pas. Si on s'adresse à nous, on n'est pas conseiller en investissement financier. On n'a pas la possibilité de le faire. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait appel à des intermédiaires, des gens en qui en général le client a confiance. Ça va être son conseiller de gestion de patrimoine, ça va être son banquier privé, son assureur, qui va sélectionner les fonds qui lui semblent le plus adaptés en fonction de ses propres objectifs. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on fait chez Eurazeo, mais je pense que c'est une brique essentielle de... Pour illustrer, on gère plus d'1 million d'ordres par mois. Donc plus d'1 million d'ordres, c'est un métier. Il faut du digital, il faut de la structure, voilà. Donc c'est un autre métier. Et petite parenthèse, nos investisseurs peuvent passer par le cours Eurazeo. Ils ont les produits Eurazeo, mais on a aussi une structure cotée en bourse.
Anne, peut-être toi qui es en contact des particuliers investisseurs, pourquoi on s'est rencontrés, entre guillemets, pourquoi on est venu à travailler ensemble avec BPI France, au-delà de l'initiative pédagogique, mais quel a été le mouvement un peu de ton association, d'actionnaires individuels vers un concept plus global d'investisseurs? Comment tu as senti, toi, cette évolution? Nous, on a un réseau d'investisseurs individuels important et la grande majorité sont des actionnaires. Donc on a vraiment, et on existe depuis plus de 50 ans, donc on a une bonne connaissance de ce type d'investisseurs. Alors, je ne reviens pas, je suis complètement d'accord. Il y a un mouvement de marché, il y a un intérêt de financer les entreprises, il y a un intérêt de chercher de la diversification, il y a un intérêt de chercher de la performance. Maintenant, pourquoi on s'est rencontrés? Parce que si on veut que ce mouvement soit une réussite, il faut tous qu'on accompagne les investisseurs. On a dit que vous accompagniez, le private equity accompagne beaucoup les entreprises, mais il faut accompagner les investisseurs pour leur donner les concepts de base. On l'a vu par rapport, par exemple, à un investissement boursier, il y a un écosystème qui est plus compliqué. Il y a plusieurs types d'intervenants. Il y a un calcul de rentabilité qui est un petit peu plus complexe. Bon. L'illiquidité, très franchement, il y a des actions sur la bourse qui ne sont pas très liquides non plus. Donc ça, ce n'est pas tellement un problème. Mais il y a des mécanismes qui sont différents. Et ces mécanismes, s'ils ne sont pas compris et qu'on soit accompagné par son conseiller financier, bancaire ou CGP, ou qu'on soit en autonomie sur des plateformes comme celle de BPI ou en direct comme sur Boursobank. Il faut qu'on ait ces bases-là, sinon je pense qu'on va aller à une déception. Le fait, par exemple, que des outils marketing pousse beaucoup, vous allez avoir la même rentabilité qu'un investisseur institutionnel. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on a dit ici. Donc là, on est dans un langage de vérité. Et ça, vraiment, et vraiment, je rends hommage à cette table ronde, c'est ça qu'il faut expliquer. Dans ces conditions-là, je pense que c'est effectivement une offre plus élargie, plus variée pour les investisseurs individuels. Donc, c'est forcément positif. Mais quand on va être dans des enveloppes comme le PER, comme l'assurance vie, si on n'explique pas quand même, là, je pense qu'on peut aller effectivement vers de la déception. Et c'est vrai qu'on le voit, on a eu l'occasion d'organiser des conférences ensemble avec des actionnaires individuels qui étaient habitués à investir en bourse. Et les questions, ce sont des bonnes questions, mais sur les fondamentaux. Absolument. Donc, il y a effectivement les fondamentaux et vraiment tout ce qui va toucher au développement de l'entreprise, au développement d'un secteur, ça va être bien compris. Mais après, l'enfer, c'est dans le détail. Vous avez bien tous montré que de façon très concrète, l'investissement ne va pas exactement se passer de la même façon. Et puis aussi, il faut quand même le dire, et là, vous avez fait un gros effort, il y a un jargon financier du private equity qu'il faut bannir. Mais là, aujourd'hui, sur cette table ronde, je pense qu'on a fait un très, très gros effort. On demandera au public à la fin du panel. Peut-être pour compléter, je pense que le sujet de l'illiquidité, du fait que c'est une classe d'actifs qui peut être considéré comme opaque parce que en fait c'est du private equity, donc c'est de l'investissement en capital dans des sociétés dont le capital n'est pas disponible sur les marchés boursiers. C'est normal que l'information ne soit pas disponible et c'est pour ça qu'il faut bien s'informer. Et sur l'illiquidité, en fait, si on n'explique pas pourquoi, c'est vrai que ça donne pas forcément envie à un particulier d'investir. Alors que si on explique vraiment que pourquoi on n'est pas en mesure de racheter des parts d'une société en cours de vie pendant notre investissement, tout simplement parce qu'on est investi à leur côté, qu'on pilote leur développement, qu'on est plutôt dans une voie de création de valeur, de définition d'une stratégie, de développement de nouveaux services, d'ouverture de nouvelles géographies, on ne peut pas avoir un investisseur qui va se retirer en cours de route sans raison. D'ailleurs, on peut donner quelques, on va dire, grands standards. Un fonds de private equity, c'est 10 ans, voire 12 ans. Pendant toute la durée vous décidez quand vous investissez, mais vous ne décidez pas quand vous sortez. Même si le gérant rend l'argent au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment du capital
passion et je l'imagine, Jean-François, avant d'investir, les livrets A, l'épargne réglementaire doit être bien remplie. Oui, il y a des questionnaires, justement. Le client, l'investisseur qui va dire « je veux absolument que mes capitaux soient liquides tout le temps et je veux prendre aucun risque », n'aura pas accès à ce type de classe d'actifs et on sera très content de le laisser sur des livrets. Mais en dehors de ça, en fait, je pense que la plupart du temps, le français, l'investisseur français sait déjà ce que c'est que les liquidités. Les 2/3 du patrimoine, c'est en immobilier. La collecte sur des produits structurés, c'est 54 milliards l'année dernière, et les produits structurés, c'est 10 ans, 12 ans. Donc il a déjà l'habitude de cliquer et de s'engager sur des périodes assez importantes. Et sur la partie banque privée, c'est encore plus fort. Quand on fait le questionnaire réglementaire, c'est je veux m'investir dans le temps, sur très longtemps, prendre beaucoup de risques. Donc ils ont validé en fait l'ensemble des silos et je dirais des objectifs de vie, des objectifs financiers. Et donc ils sont plutôt, ils ont plutôt un appétit pour le risque en fait. Donc on va retrouver un petit peu les deux catégories. C'est pour ça que nous on a séparé en deux. L'investisseur plutôt prudent, qui a une aversion au risque, qui va faire attention à ne pas prendre trop de risques, et donc il sera content de rentrer dans des véhicules moyen terme, fonds en euros plus, avec quelques unités de compte, et d'autres investisseurs qui ont vraiment un patrimoine important ou qui seront prêts à prendre des risques sur une partie de leur patrimoine, et à ce moment-là, ils veulent vraiment s'engager sur des horizons de placement très longs, notamment via le changement de passif, c'est-à-dire via le PER par exemple. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur du 20-30 ans. Juste une petite précision, parce que tu sors beaucoup de syllabes, PER, plan épargne retraite. Une des avancées qu'a eu le private equity, c'est que maintenant on arrive à structurer, à faire des typologies de parts qui sont éligibles dans toutes les grandes enveloppes d'épargne française. Qu'on parle de l'assurance vie, qu'on parle du PER, qu'on parle du PEA, du PA-PME. Donc ça veut dire que vous pouvez trouver du private equity dans toutes les enveloppes que vous détenez déjà. Et ça sera de plus en plus vrai. Vous regardez les sujets de tokenisation des classes d'actifs ou d'utilisation des infrastructures de marché on parlait de Raseo qui est coté en bourse, mais je pense que la frontière entre les classes d'actifs et les segments va disparaître. Sur l'immobilier, vous avez de l'immobilier pierre, de l'immobilier papier. Vous avez une financiarisation de l'économie qui est forte. Et le digital aide beaucoup à cela. Et donc, je pense que demain, on se refait une table ronde dans 4-5 ans et on aura une tokenisation, une utilisation de la blockchain pour échanger en fait nos parts de fonds de private equity sur ce type de place. Donc ça va être amené à disparaître. D'ailleurs, pour rebondir sur les propos, effectivement, le régulateur ou les pouvoirs publics, je suis d'accord avec toi, ont répondu à une demande croissante. Et notamment, LTIF 2 permet de matcher les ordres de souscription rachat, qui est une sorte de marché secondaire entre porteurs de parts. Donc, réglementairement, ça existe déjà. Le régulateur a déjà prévu ça. Non, je voulais revenir aussi sur les différences, par exemple, entre le côté et le non-côté. Et Agathe parlait aussi de la durée, toi aussi. C'est aussi en termes d'information. C'est-à-dire que des actionnaires, et là on peut faire deux typologies aussi, ceux qui vont être plus actifs, ils vont être en demande d'information. C'est-à-dire comment l'information sur les sociétés dans lesquelles le fonds investit évolue et tout ça. Donc ça, je pense qu'aussi le digital devrait pouvoir, de façon économiquement viable, de pouvoir diffuser plus d'informations là-dessus pour ce segment d'investisseurs qui ont besoin d'être alimentés et qui, sur le côté, sont alimentés très, très régulièrement. Donc là, il y a sûrement un effort à faire. Après, il y a ceux qui, effectivement, en mettront dans des enveloppes qui regarderont moins. Mais comme on voit, et là, on a des acteurs qui sont pionniers là-dessus, que quand on parle de démocratisation, aujourd'hui, on a vraiment des montants de parts qui peuvent être souscrites de façon digitale et pour des montants très faibles. Donc on va toucher un nouveau public aussi. Je ne vais pas faire l'autopromotion puisque notre fonds a clôturé le 25 août, donc vous ne pouvez plus investir. Mais c'est effectivement via notre plateforme digitale, on a donné accès à du papier à 2000 investisseurs à partir de 500 € avec un rajeunissement des investisseurs qui ont souscrit en ligne.
Effectivement, ils sont autonomes. Ils doivent quelque part faire un test pour s'assurer qu'ils ont l'expérience et la connaissance, mais ils sont autonomes. Ça fait partie aussi de cet effort de démocratisation, de créer ce lien direct avec les Français. Qui veut et envie et se renseigne, de pouvoir investir en toute liberté. Et sur la durée, de le créer sur la durée, parce qu'il va falloir alimenter avec un certain nombre d'informations. Et demain, ils investiront dans BPI France Défense. Voilà. À venir, effectivement. Mais c'est une thématique d'investissement très importante, compte tenu des enjeux souverains qui nous entourent. Et effectivement, ça sera un sujet dans les prochaines semaines. Il nous reste 2 sujets et 10 minutes. Il nous reste les frais, que j'aimerais vraiment aborder, puisque ça fait partie de la vérité, et d'expliquer pourquoi les frais... Tu citais le 2,60 réel et le 3,28 de tête, on va dire, théorique maximum. Et il nous reste la pédagogie et l'éducation. Je pense que ça fait partie du continuum de passer de l'épargnant à l'investisseur. Sur les frais, Simon, est-ce que on a vu une évolution ces derniers temps? Qu'est-ce qui explique peut-être, alors c'est une question surprise, c'était pas prévu, mais qu'est-ce qui explique ce delta théoriquement? Comment on peut dire, oui, 3,28 et finalement vous ne prélevez que 2,60? Ça vient d'où? Alors les frais prévus par les règlements sont là pour dire à quel niveau l'investisseur pourrait être subir ses frais. Le fonds investit. Quand il investit, il y a des frais qui découlent de ces opérations d'investissement et qui expliquent ces frais. Les cadences d'investissement ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre, donc ça va venir expliquer les différences de frais. Et c'est notamment le régulateur qui demande aux investisseurs dans les règlements d'être aussi transparents que possible. Et c'est un maître mot, la transparence sur les niveaux de frais. Alors ça, c'est un point pour Agathe. Combien coûte EPV3? Pourquoi c'est aussi cher? Et comment t'expliques que la classe d'actifs, entre guillemets, soit plus chère que les actions cotées? Alors, je suis ravie que tu aies pris ce fonds-là parce que c'est un fonds qui est relativement peu cher par rapport à l'univers du marché. Je pense qu'il y a 3 points importants dans la décomposition des frais et pourquoi ça peut paraître relativement élevé. D'une part, on a parlé des intermédiaires qui apportent un conseil, un service en plus, un accompagnement à l'investisseur. Et bien évidemment, ils ne travaillent pas gratuitement. Donc, ça aussi, ça va faire partir de la différence de rendement entre un fonds pour les institutionnels qui n'ont pas d'intermédiaire et un fonds pour les particuliers où il y a un intermédiaire financier. Donc en général, cette rémunération, elle est comprise entre 0,7 et 1% par an. Ensuite, sur les frais en private equity, en equity, en général, on est autour de 2%. 2%, ça peut paraître relativement élevé, 2% par an. Sauf que quand on regarde vraiment qu'est-ce qu'on fait, combien de personnes sont impliquées et qu'est-ce qu'elles font au sein de ces entreprises, c'est très différent du monde du côté. Dans le monde du côté, les frais de gestion, ils peuvent être très bas parce que c'est de l'analyse fondamentale. Il y a une personne qui va prendre des groupes de fonds, des catégories d'actions, des géographies dans lesquelles ils vont investir. Et finalement, ça se fait en quelques clics. Chez nous, dans le monde du non-coté, il y a des équipes d'investissement. Donc chez Eurazeo, on est près de 450. Il y a la moitié qui représente les équipes d'investissement, donc plus de 200 personnes dont le métier, c'est d'identifier, de suivre les sociétés qui font potentiellement partie de notre univers d'investissement. Ensuite, au sein de cet univers d'investissement, identifier, faire ce qu'on appelle des due diligence, donc des analyses approfondies sur ces sociétés pour pouvoir vérifier si on a envie d'investir dans ces sociétés. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné l'entreprise, en fait, le plan de développement, le plan d'accompagnement, ça implique des équipes. Les équipes d'investissement chez nous, alors en buy-out, donc en investissement LBO, comme on l'appelle, il y a une équipe de 30 personnes à l'investissement uniquement, et elles ont un portefeuille d'une 30-40 de lignes. Donc ça veut dire qu'on a entre 3 et 5 personnes qui, tout au long de l'année, vont être impliquées dans la définition des stratégies, dans les conseils d'administration, avec les managements des sociétés qu'on accompagne, pour pouvoir l'accompagner. Et après, il y a le processus de vente, qui est pas simple, qui implique aussi beaucoup de monde. Et donc finalement, ces frais, autour de 2% par an, ils sont justifiés par l'implication qu'on a au sein des sociétés du portefeuille. En moyenne, vous détenez combien de temps les entreprises en LBO, par exemple, qui est la phase la plus mature voilà, en général, ça dure entre 4 et 6, 7 ans.
Donc, c'est quand même un accompagnement de long terme. Et c'est ce qu'on dit dans la vidéo, c'est un partenariat stratégique et ce n'est pas uniquement du financement. Jean-François, qu'est-ce qu'il faut regarder? Frais, rendement net, alors, les deux? Sur les frais, tu parles à la banque française la moins chère depuis 17 ans. Donc là, je pense que les frais, ça parle à mon cœur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, 2,60 en moyenne sur les fonds de private equity. Sur les fonds actifs, en moyenne, c'est 1,60. Et sur les ETF, en moyenne, c'est 0,15. Donc, tu vois, à chaque fois, tu rajoutes 1%. Donc, forcément, tu as déjà un alpha négatif de 1 ou 2% selon le véhicule. Donc, il faut compenser. Donc, nous, on n'est pas anti-frais, puisqu'il faut bien vivre. Il faut en avoir pour son argent. C'est-à-dire que c'est comme dans le luxe ou les produits. Je veux bien avoir un produit Hermès cher, mais il faut qu'il y ait de la qualité et que ça dure et que je retrouve mon argent dans mon investissement. Et je veux bien avoir un produit lambda qui fait que répliquer un indice. Et à ce moment-là, je veux bien payer pas cher. Je suis prêt à payer pas cher pour juste répliquer le CAC 40, quoi. Donc nous, c'est ce qu'on fait attention en fait. Hein. Donc c'est ça. Là, je vais vous raconter une autre anecdote. La semaine dernière, j'avais un médecin qui voulait transférer son PER chez Bourseau. Et il me dit, voilà, je vais transférer, est-ce que je peux, j'ai un vieux contrat Madelin, est-ce que je peux transférer 200 000 euros? Je dis, bah oui, pas de souci, vous transférez votre PER. Et combien vous avez investi, c'est quoi la plus-value? Il me dit, non, j'ai investi 200 000 euros sur 15 ans. Oui, mais pourquoi? Bah, tous les ans, l'assureur me prend 3% de droit d'entrée. Et puis, j'ai quand même 1,5 de frais de gestion sur le contrat et 1,5 de rendement sur le fonds en euros. Bah, du coup, ça fait 0. Donc, j'ai investi 200 000 euros et au bout de 15 ans, j'ai 200 000 euros. Je dis, bon, effectivement, il y a un peu d'éducation financière à faire. Il y a matière à optimiser. Sur 15 ans, je pense que vous auriez pu faire plus que 0%. Mais il comprenait quand même. Mais il comprenait qu'il y avait un problème. Bah, écoute, c'est une super transition sur le dernier point, sur la pédagogie et l'éducation. On a vu que quand même, c'est une classe d'actifs à part entière avec différentes stratégies. Quand on parle de primaire, de secondaire, ça c'est les moments auxquels on rentre, de buyout, de venture capital qui est l'innovation, on peut investir en equity, en dette. Compte tenu un peu de ce monde à part, Anne, c'est quoi un peu les besoins en termes pédagogiques et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'initiative que tu as lancée avec Place des investisseurs à laquelle on s'est associé? Absolument. Les besoins, ils sont immenses, hein, mais pas que pour le private equity. Donc là, c'est bon, on peut englober tout le monde. Tu as pris l'exemple d'un médecin, voilà, hein, c'est typiquement ça. En France, on n'a pas ces bases dans notre parcours scolaire, économique ou d'investissement. Donc, si on n'a pas fait d'études économiques ou financières et qu'on fait des études de médecine, par exemple, on ne le verra jamais. Et pourtant, on devra préparer notre retraite, on devra investir pour des objectifs d'achat de maison. Voilà. Donc, nous, les besoins d'éducation, ils sont pour tout le monde. Et alors, je dirais que pour le private equity, même pour les investisseurs les plus aguerris qui connaissent déjà bien le non-coté, là, il y a vraiment toute la particularité de cette classe d'actifs qui vont peut-être acquérir plus rapidement que les autres, mais qui est quand même aussi différente. Donc, il ne faut pas avoir de faux amis. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés aussi et qu'on a lancé avec une quinzaine d'acteurs privés et publics et le soutien de France Invest, une plateforme ouverte, gratuite, indépendante, Investisseur Academy. Vous pourrez vous inscrire avec le QR code. Et sur le private, alors sur lequel on va retrouver tout type de modules d'éducation sur l'investissement, pas que le private equity, mais le private equity, grâce à un partenariat avec France Invest, on a pu effectivement mettre le module d'initiation, qui est un des modules les plus visités aujourd'hui sur la plateforme. Et donc, vous voyez, tous les partenaires de cette plateforme assurent aussi la diffusion de cette plateforme au-delà de Place des investisseurs. On va y mettre plein d'autres choses. C'est vraiment... l'éducation financière est vraiment un outil d'équité sociale également pour la France. C'est vraiment très important dans les années à venir qu'on pousse ce point très fort. Merci Anne. Donc n'hésitez pas, en libre service,
d'une part un site qu'on a lancé avec France Invest Épargne Autrement qui vous fournit de l'information sur la classe d'actifs, et d'autre part une initiative qui va plus loin, en tout cas qui aborde la pédagogie avec un module dédié sur le capital investissement qui est gratuit et ouvert à tous, parce qu'effectivement, tu parlais de 21% de détention d'actions non cotées via le capital professionnel. Nous, on s'était amusé avec France Invest en 2022 à faire le calcul. On avait calculé moins de 0,01% d'exposition. Donc, il y a du travail encore. La révolution est lancée. Et en tout cas, merci à tous. Et puis, on espère vous voir l'année prochaine avec de meilleurs chiffres. Du travail. Merci.